Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Comment continuer à avancer quand vous avez la flemme? Je parle vraiment des fois où vous sentez que vous n'avez strictement rien envie de faire, alors que vous savez que l'objectif est important pour vous, que c'est vous qui l'avez défini, qu'il continue de vous stimuler, mais aujourd'hui vous avez la flemme. Je ne parle en aucun cas d'outrepasser vos traumas ou d'aller vers quelque chose qui vous pousse vers le burn-out ou de continuer à mener des activités qui vous plongent dans une détresse émotionnelle, qui vous fait pleurer, qui vous fait souffrir tous les jours. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et si c'est dans cet état que vous êtes en ce moment, je vous invite vivement à vous rapprocher d'un professionnel de la santé mentale pour travailler sur ces points. Je parle vraiment de la baisse de motivation naturelle que vous allez ressentir au bout d'un moment, même lorsque vous vous attaquez à quelque chose de vraiment important pour vous. Voici quelques tactiques trouvées par des chercheurs, quelques tactiques qui vont vous aider à continuez à avancer quand vous avez la flemme. La première des choses à faire, c'est de vous fixer des objectifs et pas des corvées. D'énormes recherches ont montré à quel point la mécanique de la fixation d'objectifs était importante et était déterminante sur le taux de probabilité que nous avons de réussir ou pas à atteindre un objectif. Les études ont montré, par exemple, qu'un commercial qui a des objectifs va conclure plus de contrats. Une personne qui s'est engagée à faire de l'exercice tous les jours va être plus prompte à améliorer son fitness, son niveau de fitness général. Les ambitions abstraites du genre faire de son mieux, donner tout ce qu'on a, être aussi bon que possible. Ça, en général, ça a moins de chances de vous aider à atteindre quelque chose de concret. Si vous dites « je veux avoir 10 nouveaux clients par mois ou marcher 10 000 pas par jour », il y a de fortes chances pour que vous atteigniez plus ces objectifs que si vous vous dites « je vais faire de mon mieux » ou « je vais faire de l'exercice » ou « j'attirerai autant de clients que possible ». Chaque fois que vous vous fixez des objectifs, cet objectif doit être spécifique. Pour s'appeler objectif, il doit être spécifique. Je ferai de mon mieux pour faire un peu de sport tous les jours. Ce n'est pas un objectif et ce n'est pas de nature à vous garder motivé. Vos objectifs doivent aussi, chaque fois que c'est possible, déclencher quelque chose d'intrinsèque, déclencher de la motivation intrinsèque plutôt que de la motivation extrinsèque. Une activité est intrinsèquement motivée lorsqu'elle est conçue elle-même comme étant la récompense. Une activité considérée comme ayant trait à la motivation extrinsèque lorsqu'elle sert un objectif séparé ou un objectif supérieur. Par exemple, je fais telle chose pour obtenir une récompense ou je fais telle chose pour ne pas être puni. Ça, c'est de la motivation extrinsèque. Ce que les recherches prouvent, c'est que la motivation intrinsèque prédit un taux d'accomplissement et de succès bien plus élevé que la motivation extrinsèque. Prenons par exemple les résolutions de la nouvelle année. Ce que les études montrent, c'est que les personnes qui ont des résolutions au début du mois de janvier, qui sont plus agréables à poursuivre, par exemple prendre des cours de yoga ou avoir un samedi sans téléphone, ces personnes-là sont plus susceptibles d'être toujours en train de tenir leurs résolutions en mars que les personnes qui ont choisi des résolutions plus importantes mais moins fun. Bon, alors, c'est évident que les résolutions du Nouvel An sont généralement des choses importantes. Sinon, on n'aurait pas besoin de résolution pour les accomplir, mais j'espère que vous avez compris le principe. Évidemment, si votre récompense
externe est suffisamment grande, je suis pas en train de vous dire qu'une motivation extrinsèque ne fonctionne jamais. Si la motivation extrinsèque est suffisamment importante, vous allez vous en tenir aux tâches, même les plus désagréables, même les plus inconfortables. Alors, je vais prendre un exemple vraiment extrême, mais par exemple, avoir un processus de chimiothérapie, c'est un exemple extrême. C'est désagréable, c'est fatigant, c'est contraignant, c'est plein de choses. Mais la récompense qu'on pense obtenir, c'est rester en vie. Et c'est pour ça que même si c'est chiant, c'est désagréable, c'est fatigant, c'est pour ça qu'une grande partie des gens s'y tiennent. Est-ce que vous avez compris? Donc, si la récompense, la motivation extrinsèque est suffisamment forte, on va se tenir à la tâche. Alors, dans le cadre du boulot, par exemple, la plupart des gens restent au boulot parce qu'ils doivent payer leurs factures. Eh bien, évidemment, ce qui se passe dans ce cas, c'est que les gens qui pensent de cette façon, pour la plupart, font le minimum requis pour atteindre l'objectif. Là, vous voyez bien que c'est une motivation extrinsèque, être payé. La motivation extrinsèque seule a très peu de chances de nous aider à atteindre l'objectif. Si vous faites quelque chose uniquement pour une récompense, uniquement pour éviter une punition, uniquement, sauf dans les cas extrêmes comme celui que je vous ai présenté précédemment, eh bien, la plupart du temps, vous ferez le minimum et vous aurez de moins en moins envie de faire cette chose. Alors, l'une des astuces, c'est de se concentrer sur des éléments de la tâche qu'on trouve agréable. Dans un monde idéal, tout le monde aurait un job génial, épanouissant, dans un environnement hyper favorable et épanouissant, encore une fois. Mais malheureusement, pour la plupart des gens, c'est pas le cas. Pour la plupart du temps, pour la plupart des gens, la réalité du monde du travail, la réalité économique, la réalité des factures qui arrivent tous les mois fait que c'est pas ça. Et donc, les recherches ont prouvé que lorsqu'on demande à une personne qui travail, est-ce qu'avoir des relations agréables avec les collègues et le manager, c'est important dans leur boulot? La plupart des gens disent oui. Mais, quelque temps plus tard, lorsque ces personnes-là ne font plus le même job, ou lorsque ces personnes-là sont sur le point de changer de job, eh bien, la plupart du temps, les gens ne se rappellent pas que l'ambiance au travail était un facteur clé de leur succès dans leur job précédent. Et la plupart des gens ne prédisent pas que dans leur prochain emploi, ce sera encore un facteur clé de succès. Donc, rappelez-vous que lorsque vous choisissez un job, c'est important que vous vous demandiez quelle est ma motivation intrinsèque. Lorsque vous acceptez un projet, qu'il s'agisse de travailler sur l'association de votre cousine ou de donner un coup de main à votre maman dans son jardinage, demandez-vous quelle est ma motivation intrinsèque. Et en fait, plus votre motivation intrinsèque va être intense, importante, et plus vous avez de chances de continuer sur le long cours. Parfois, c'est pas possible. Hein. Parfois, vous n'arriverez pas à trouver un job qui suscite chez vous de la motivation intrinsèque parce qu'on n'a pas tous la chance de faire un boulot qu'on adore. L'astuce, c'est de vous concentrer sur des éléments de votre boulot que vous trouvez agréables. Pensez large, pensez out of the box. Sortez de la façon dont vous avez l'habitude de penser. Demandez-vous dans quelle mesure accomplir votre tâche peut être satisfaisant. Demandez-vous, par exemple, si ça vous donne une chance de montrer vos compétences à votre manager, à votre N+1, à votre N+2, à vos concurrents, à vos prestataires de services, ce qui vous permettrait de quitter ce job de merde qui vous emmerde. Ça pourrait aussi vous permettre de construire un réseau important, un réseau interne à l'intérieur de votre société ou à l'extérieur de votre société. Ça pourrait aussi vous permettre de créer de la valeur pour vos consommateurs, compétences que vous pourriez utiliser ultérieurement pour votre propre business. D'autre part, chaque fois que vous trouvez quelque chose désagréable, essayez de vous concentrer sur ce que vous trouvez. Essayez de vous concentrer et de trouver des activités agréables que vous pouvez faire en même temps que cette chose que vous détestez. Par exemple, écoutez de la musique pendant que vous êtes en train de vous attaquer à une pile d'emails de clients insatisfaits. Par exemple, les tâches qui vous ennuient,
Faites-les avec des amis, avec de la famille, avec vos enfants, avec vos collègues préférés. Je prends toujours le même exemple. On a une quantité de linge de dingue hein, ici à laver, à ranger en permanence. C'est vraiment un job presque à plein temps. On le fait ensemble. Soit je le fais avec Frédéric et on discute, on se raconte. La plupart du temps, on parle des prochaines destinations où on va aller en vacances. Sinon, je le fais avec les enfants. On écoute un podcast, on écoute une vidéo. Ou alors, mieux, je demande aux enfants de me faire la lecture. Donc, on est là, je suis là, écouter des histoires. Les deux autres écoutent des histoires pendant que l'un d'entre eux travaille sur sa lecture. Bref, passe un moment agréable et ça permet à tout le monde d'oublier qu'on est en train de ranger le linge. Et ça, on peut l'appliquer à absolument toutes les tâches ménagères et à pratiquement toutes les tâches qu'on fait qu'on n'a pas envie de faire. L'astuce suivante consiste à trouver des récompenses efficaces. Certaines tâches ou certaines saisons de notre vie, par exemple, vous êtes en train de bosser comme un dingue parce que vous espérez comme une dingue parce que vous espérez dans 1 an ou 2 avoir une promotion. Du coup, 1 an ou 2, ça fait un peu long pour maintenir les efforts. Certaines tâches ou certaines saisons de notre vie peuvent requérir qu'on cherche de la motivation extérieure, des facteurs de motivation extérieure qui vont nous récompenser à court ou à moyen terme. C'est-à-dire que l'objectif à 2 ans, c'est d'obtenir tel job, telle promotion. Pour tenir jusque-là, je vais m'accorder des récompenses extérieures à court et à moyen terme. Et ces récompenses sont spécialement efficaces selon les recherches si elles complètent des récompenses qui sont déjà donné soit par votre boulot, soit par la tâche en elle-même. Par exemple, vous pouvez vous dire, je vais m'offrir des vacances quand j'aurai fini tel projet. Je vais m'acheter tel cadeau quand j'aurai perdu tant de kilos. Mais attention à ne pas vous faire ce qu'on appelle des cadeaux pervers. C'est quelque chose qui est reconnu dans la littérature et dans les recherches au sujet de la motivation. L'une des erreurs qui est souvent faite, c'est de se récompenser pour la quantité de travail accompli ou pour la rapidité du travail accompli, alors que ce qui est important, c'est la qualité de la performance. Si vous êtes expert comptable et que vous vous récompensez d'avoir rapidement fait un bilan en 2 jours, il y a des chances quand même pour que vous ayez laissé des erreurs derrière vous. Si vous êtes commercial et que vous vous récompensez pour le nombre de contrats signés plutôt que sur le nombre de contrats reconduits, il y a des chances pour que vous laissiez derrière vous des clients insatisfaits. Un autre piège très courant, c'est de choisir des récompenses qui vont saboter ce que vous avez déjà accompli. Par exemple, je prends toujours le même exemple parce que c'est le plus simple. Vous avez entamé un rééquilibrage alimentaire et votre récompense pour chaque fois que vous passez un palier, c'est de vous offrir de la pizza, de la glace et un gâteau. Il y a des chances pour que ça sabote ce que vous avez déjà accompli et que ça ravive de mauvaises habitudes. Si votre récompense pour avoir été excellente au boulot pendant une semaine, c'est de vous accorder de ne rien fiche au boulot pendant une semaine, il y a des chances pour que ça ternisse l'impression positive que vous avez faite. Les recherches dans ce que les psychologues appellent l'équilibre, le balancing, montrent que souvent, atteindre un objectif provoque dans le cerveau ce qu'on appelle de la prise, ce que je pourrais traduire par une prise de liberté qui les fait céder à la tentation. J'ai perdu du poids, alors je vais céder à la tentation de manger telle chose. Sauf que comme je ne suis pas encore totalement établie dans mon rééquilibrage alimentaire, ce qui va être le vrai problème, ça va pas être ce que je vais manger pendant ce repas. Ça va être que je ne vais pas réussir à revenir à mes nouvelles habitudes alimentaires tout de suite après parce qu'elles n'étaient pas encore des habitudes. Et ça provoque des régressions dans les progrès que vous aviez faits. D'autre part, certaines récompenses externes, certains motivateurs externes sont plus efficaces que d'autres. Par exemple,
Dans certaines études, des chercheurs ont découvert que la plupart des gens travaillent plus, ils font plus d'efforts, ils investissent plus de temps, ils investissent plus d'argent pour obtenir une récompense incertaine, comme par exemple avoir 50% de chance de gagner $150 ou $50, qu'ils ne le font pour obtenir une récompense certaine, 100% de chance d'avoir $100. C'est-à-dire que vous allez en faire plus si vous n'êtes pas sûr de gagner le prix que si vous êtes sûr de gagner le prix. Non, je vais reformuler. Vous allez en faire plus si vous n'êtes pas sûr du prix que vous allez gagner que si vous êtes sûr du prix que vous allez gagner. Vous allez en faire plus si vous n'êtes pas sûr de la récompense que vous aurez que si vous êtes sûr de la récompense que vous aurez. Probablement parce que, c'est plus challengeant. L'incertitude et l'inconnu, c'est plus challengeant et c'est plus excitant. Ceci étant dit, dans certains domaines de notre vie, c'est un peu plus difficile d'avoir des récompenses incertaines, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, vous pouvez gamifier, je ne sais pas comment on dit en français gamifier. La gamification, c'est mettre quelque chose sous forme de jeu, faire de quelque chose un jeu. Si vous arrivez à gamifier vos récompenses pour faire quelque chose, vous allez susciter cette réaction de votre cerveau qui consiste à en faire plus quand vous n'êtes pas sûr. Par exemple, vous êtes fixé comme objectif de faire 10 000 pas, vous allez mettre 2 récompenses dans 2 enveloppes séparées et lorsque vous avez fait les 10 000 pas, vous n'allez en prendre qu'une au hasard. Mais vous pouvez faire ça pour tout. Vous avez atteint une tâche au boulot, vous avez réussi quelque chose avec votre famille, vous pouvez faire ça avec à peu près tout. Et enfin, la peur de perdre. Les gens détestent perdre ce qu'ils ont. Les gens vont en faire plus, l'être humain en fera plus pour ne pas perdre ce qu'il a, plutôt que pour gagner quelque chose de nouveau, de différent, de supplémentaire. Alors, cette aversion de la perte peut aussi être utilisée pour créer des récompenses qui vont vous aider à continuer, à être motivé, à continuer, à bouger. Dans une étude de 2016, des scientifiques de l'Université de Pennsylvanie ont demandé à des gens de marcher 7000 pas par jour pendant 6 mois. Si vous trouvez que vous avez tendance à procrastiner et que vous avez tendance à vous autoflageller, on arrête ça tout de suite. Ce n'est pas parce que vous êtes mauvaise ou parce que vous faites quelque chose de mal. 75% des adultes déclarent procrastiner. J'ai créé pour vous un petit quiz qui va vous permettre de découvrir en moins de 2 minutes pourquoi vous procrastinez et comment contourner la raison pour laquelle vous procrastinez en ce moment. On a dit à la moitié des participants qu'ils seraient payés $1,40 pour chaque jour où ils auraient atteint l'objectif. Et on a dit à la deuxième moitié des participants qu'ils allaient perdre $1,40 s'ils échouaient. Figurez-vous que le second groupe a atteint l'objectif 50% plus de fois que le premier groupe. Pourquoi? Parce que l'être humain déteste perdre ce qu'il a. Et donc, comme personne ne va vous payer pour faire votre job, vous allez, ou pour atteindre un objectif qui est important pour vous, vous pouvez utiliser des sites Internet. Alors, je ne connais pas de sites comme ça en francophonie, mais ils doivent exister. Avec une recherche Google, vous trouvez. Le site stick.com, stickk.com. Alors, ça permet aux utilisateurs de choisir un objectif et de s'engager à perdre quelque chose s'ils n'atteignent pas cet objectif. Ils doivent soit donner de l'argent à une association, une organisation, une fondation, un parti politique qu'ils n'aiment pas. Essayez d'imaginer devoir donner à un parti politique que vous détestez de l'argent parce que vous n'avez pas atteint votre objectif. Et les gens qui travaillent avec ce genre de site atteignent plus souvent leurs objectifs que ceux qui ne le font pas. Ensuite, il y a la perception du progrès qui peut vous aider à continuer, à avancer, à agir, même quand vous n'êtes plus motivé. Lorsque vous êtes en train de travailler en direction d'un objectif ou d'un but, typiquement, vous avez un
boost de motivation au début. Ensuite, vous avez un énorme creux au milieu. Et c'est là, en général, que vous avez plus de chances de vous décourager et d'abandonner. Et donc, par exemple, on a mené une étude sur des Juifs pratiquants et on s'est aperçu qu'ils étaient plus susceptibles d'allumer leur menorah la première et la dernière soirée de Hanouka que les 6 autres nuits, même si dans la tradition religieuse, les bougies doivent être allumées 8 jours d'affilée. Pareil, dans une autre étude, on a demandé à des gens qui travaillaient dans une papeterie avec un outil de coupe. On les a observés. Et donc, ils ne devaient surtout pas endommager le papier sur lequel ils travaillaient. Et on s'est aperçu que les tâches accomplies au tout début et à la toute fin de la mission étaient mieux faites que les tâches du milieu. C'est-à-dire qu'au milieu, on avait plus de papier endommagé. Et donc, ce que ça prouve, c'est que votre motivation va être forte au début, va remonter en pic à la fin, mais en général sera très, très molle au milieu. Et donc, les chercheurs ont trouvé plusieurs façons de combattre ce comportement, de combattre ce comportement de ralentissement, de ramollissement, de diminution de la motivation. Alors, le plus simple, c'est de subdiviser vos objectifs en sous-objectifs. Plutôt que d'avoir un seul grand objectif au trimestre, ayez des objectifs à la semaine. Pourquoi? Parce que vous aurez moins de temps pour tomber dans le ventre mou, en fait. Vous aurez le boost de motivation du début et le pic de motivation de la fin vont être beaucoup, beaucoup plus rapprochés et il y a de fortes chances pour que vous n'ayez même pas le temps d'en arriver à ce fameux ventre mou. La seconde stratégie pourrait consister à changer la façon dont vous pensez au progrès que vous avez accompli. Quand vous avez déjà fait la moitié de votre tâche, votre objectif semble atteignable. Et à ce moment-là, on a tendance à augmenter nos efforts. Par exemple, les consommateurs, avis à toutes celles qui ont une entreprise et qui ont des cartes de fidélité, les consommateurs qui se rendent compte qu'ils sont tout près du moment où ils auront la récompense ont tendance à dépenser plus. Et vous pouvez tirer profit de cet avantage en changeant le moment que vous considérez comme le début du projet. Je vous donne un exemple. Je récapitule. Plus vous êtes loin, plus vous êtes avancé dans un projet et plus vous allez être motivé parce que votre objectif va vous sembler plus proche, plus atteignable. Quand vous pensez à un projet, au lieu de penser au début du projet comme étant le moment où vous avez commencé à bosser, si vous déplaciez votre curseur plus loin sur l'axe des temps et que vous considériez que le moment où le projet a commencé, c'est le moment où vous y avez pensé, ça veut donc dire que cela fait bien plus longtemps que vous êtes sur le projet que vous ne l'avez réalisé. Et d'un coup, le chemin parcouru est bien plus long que le chemin qu'il reste à parcourir. Et là, selon les chercheurs, ça va provoquer un pic de motivation qui va vous inciter à continuer. Une autre astuce de mindset consiste à se concentrer sur ce qu'on a déjà fait jusqu'à ce qu'on soit là à la moitié de la tâche et à se concentrer sur ce qu'il reste à faire lorsqu'on a dépassé la moitié de la tâche. C'est-à-dire que quand vous commencez, admettons que vous ayez 40 cartes à écrire, vous vous dites « Oh, super, j'ai fait 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, nanana. » Quand vous avez fait 20 cartes, là, vous commencez à vous dire « Il ne me reste plus que 19 cartes, plus que 18 cartes, plus que 17 cartes. » Simplement, en faisant comme ça, selon les études, vous allez augmenter votre niveau de motivation et vos chances d'arriver jusqu'au bout de la tâche. Et cette tactique fonctionne
quels que soient les domaines, quelles que soient les tâches. Prenons le rééquilibrage alimentaire. Vous avez 30 kilos que vous voulez éradiquer. Au début, vous vous concentrez sur le fait d'avoir perdu 1, puis 2, puis 3, puis 4 kilos. Et lorsque vous en êtes arrivé à 15 kilos, vous vous dites, oh, il ne me reste plus que 14, 13, 12, 11 kilos à éradiquer. La dernière chose que vous pouvez faire jouer en votre faveur quand vous avez vraiment la flemme, toujours selon les études, c'est de vous appuyer sur le fait que l'homme soit un animal grégaire. L'homme est un animal social. On est constamment, qu'on le veuille ou non, en train de regarder ce que font les autres et leurs attitudes, leurs actions vont influencer les nôtres. Et parfois, simplement le fait de s'asseoir, d'être assis ou de partager le bureau ou d'être pas très loin d'un très bon collègue peut augmenter votre niveau de performance. Et c'est ce qui fait que très souvent, un élève moyen ou un élève qui a de grosses difficultés, qui va être placé à côté d'un très bon élève, va augmenter son niveau. Et très souvent, les petits esprits se disent « Oh, il copie sur l'autre ». Non, simplement, la proximité d'une personne qui accomplit des performances nous tire vers le haut. Par contre, pour ce qui est de la motivation, la dynamique est un peu plus complexe. Quand on a quelqu'un à côté de nous, un collègue par exemple, qui glisse comme dans du beurre sur les tâches que nous, on trouve compliquées, on peut réagir de deux façons. Soit être inspiré et essayer d'adopter les mêmes comportements, soit perdre la motivation en se disant qu'on va simplement laisser le collègue la faire. On a tous eu ça. La sœur qui est super active quand elle range la cuisine avec maman et finalement vous en fichez pas une parce que de toutes les façons, ça va être fait. Et c'est pas totalement irrationnel, hein. C'est basé sur des siècles, des millénaires d'évolution du cerveau de l'être humain. L'être humain a réussi à prospérer comme en tant qu'espèce grâce à la spécialisation individuelle. Les individus se concentraient sur ce qu'ils faisaient bien. Et la spécialisation individuelle et le fait de tirer parti des avantages concurrentiels des uns ou des autres. Par exemple, il y a des personnes avec qui, que je vois régulièrement, on n'a pas d'échange financier dans le business, mais je leur donne une compétence, ils me donnent une compétence et c'est très bien comme ça. On tire, chacun d'entre nous est spécialisé et on tire parti des avantages concurrentiels de l'un et de l'autre. Le problème, c'est que on peut pas toujours déléguer. On peut pas toujours se cacher et laisser notre sœur ranger la cuisine avec maman. Mais vous pouvez quand même utiliser le fait que l'homme soit un animal grégaire à votre avantage. Par exemple, une des règles clés est de ne jamais regarder quelqu'un d'ambitieux, d'efficace, de successful, sans rien faire en fait. Il y a trop de risques à être démotivé si on fait ça. Non. Ce qu'on peut faire, c'est aller parler à cette personne de ce qu'elle est en train d'essayer d'accomplir et des raisons pour lesquelles elle recommanderait à quelqu'un de le faire aussi. Selon les recherches, les recherches que j'ai consultées, quand un ami vous dit d'acheter un produit, et pourquoi il a acheté ce produit et vous recommande de l'acheter, on est plus susceptible de l'acheter que lorsqu'on entend simplement dire que l'ami a acheté le produit. Écoutez les raisons pour lesquelles ceux que vous considérez à un instant T comme des rôles modèles, écoutez les raisons pour lesquelles ils ont fixé cet objectif, ils pensent que c'est important d'atteindre cet objectif, la façon dont ils atteignent ces objectifs peut vous aider à trouver la petite pointe d'inspiration qui va augmenter, élever vos propres standards et vous inciter à continuer. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que donner des conseils fonctionne encore mieux que demander des conseils et nous rend beaucoup plus efficients et nous aide à surmonter nos déficits motivationnels parce que ça va booster notre confiance en nous-mêmes et donc nous inciter à agir. Dans des études récentes, il a été découvert que les gens qui ont du mal à atteindre un objectif comme par exemple trouver un emploi pensent qu'ils ont besoin de conseils d'experts pour réussir. Selon cette étude, en fait, ils ont de bien meilleurs résultats quand ils
partagent leur savoir et leur sagesse avec d'autres chercheurs d'emploi. Parce que quand ils font ça, ils vont créer des plans concrets qu'eux-mêmes pourront suivre après, ce qui a été prouvé comme étant une façon d'augmenter notre motivation. Si vous avez élaboré un plan dont vous pensez qu'il peut être atteint, vous avez plus de chances d'être motivé et de passer à l'action. Alors, dernière façon d'utiliser l'instinct grégaire de l'homme, c'est de reconnaître que les personnes qui vont le mieux vous motiver à accomplir certaines tâches ne sont pas forcément les personnes qui accomplissent bien cette tâche. En revanche, ce sont plutôt les gens qui sont en mesure de partager avec vous une big picture. Des amis proches, des mentors, des modèles, votre famille. Et donc, pensez à ces personnes et à votre désir d'y arriver pour ces personnes aide à créer un sursaut de motivation à l'intérieur de votre cerveau. Ce sursaut de motivation dont vous avez parfois besoin pour atteindre vos objectifs. Selon les études, une femme qui a un boulot pénible, qui a du mal, qui n'aime pas ce qu'elle fait, va pouvoir augmenter son niveau de motivation en se rappelant qu'elle est un exemple pour sa fille. Un homme qui a du mal à aller au sport, à faire ses exercices, en se rappelant que c'est une valeur importante à l'intérieur de son groupe d'amis, aura plus de chances d'y coller. Bon, eh bien, je viens de partager avec vous des astuces que vous pouvez mettre en place rapidement, immédiatement, pour vous mettre en action lorsque vous avez la flemme. Parce que quel que soit ce dont vous rêvez, non, ce n'est pas trop pour vous. Non, vous n'êtes pas too much. Quel que soit ce dont vous rêvez, c'est le germe de ce que vous méritez. Mettez-vous à l'action. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de pleine puissance. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.